De l'État palestinien, pas de tabou. Ils sont désormais 146 aujourd'hui. 3 nouveaux pays ont reconnu officiellement l'existence de l'État palestinien. Il s'agit de la Norvège, de l'Irlande et de l'Espagne. Et Emmanuel Macron vient de s'exprimer sur la question depuis l'Allemagne. On l'écoute. Nous sommes prêts à travailler activement à une solution de paix. Elle est atteignable, avec une volonté politique. Elle passe par un chemin, celui du jour d'après, pour Gaza, plus largement pour un État palestinien, ce qui suppose beaucoup de réformes, des évolutions, un équilibre régional, des éléments de sécurité garantis pour Israël. Mais c'est cette réponse politique d'ensemble qui est aujourd'hui une nécessité. Cette reconnaissance doit arriver à un moment utile, c'est-à-dire à un moment où elle s'inscrit dans un processus où les États de la région et Israël se sont engagés et qui permet, sur la base aussi d'une réforme de l'autorité palestinienne, de produire un résultat utile. Je ne ferai pas une reconnaissance d'émotion, si je puis dire. Ulysse Gosset, comment faut-il interpréter les propos du président de la République? C'est la première fois qu'il dit avec autant de force « Je suis prêt à reconnaître un État palestinien ». Et il ajoute « Ce n'est pas un tabou ». Ça, il l'avait déjà dit. Mais il explique pourquoi. Il dit en fait, pas sous le coup de l'émotion, pas sous le coup d'un massacre, aussi terrible soit-il. Il faut le faire avec une stratégie qui permettra d'être efficace. Pas simplement de gâcher une carte en reconnaissant aujourd'hui sans savoir ce qui allait se passer après. Mais effectivement, lorsqu'il dit pas de reconnaissance d'émotion, mais je suis prêt à le faire, tout en condamnant ce qui se passe de façon très ferme, en disant qu'il est choqué par les images de l'attaque israélienne sur Rafah, le président s'engage, mais en fait, je vous le dirai tout à l'heure, ce que la France est en train de faire sur le plan diplomatique en travaillant en coulisses aux Nations Unies. Alors avec nous pour commenter cette actualité, Tamar Sebok, qui est journaliste correspondante en France du quotidien israélien Yediot Aharonot, le lieutenant-colonel Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française et auteur de Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette paru aux éditions Flammarion, et notre confrère Armin Arifi, qui est grand reporter à l'hebdomadaire Le Point et spécialiste du Moyen-Orient. Bon, ce propos du président de la République, vous le trouvez important? Est-ce qu'il est dilatoire? Est-ce que c'est une façon de gagner du temps? Comment vous percevez les choses, Tamar Sebok? Je dirais qu'il n'y a rien de neuf de ce qu'il a dit vraiment, sur le fond, de ce qu'il a dit il y a quelques... Il nous dit « je suis prêt à reconnaître un État palestinien », c'est pas rien. Oui, mais je crois qu'il a fait comprendre qu'il est déjà prêt à le reconnaître. C'est une question de quelles sont les circonstances qui feront que ça sera possible pour la France. Voilà, donc là, on est en train de dire ça s'approche pas. En tout cas, je vois pas sur le fond une vraie différence. Je vois qu'on fait entendre que... quelque part, attention à Israël, ça va arriver bientôt, et si vous collaborez pas à une solution, ça va vous être imposé, parce qu'il paraît qu'il y a d'autres pays européens qui songent à reconnaître la Palestine, qui ne l'ont pas encore fait. Armin Arifi, votre perception du propos présidentiel? Je trouve que, comme d'habitude, on est dans le en même temps. Il prononce dans la même phrase l'État palestinien. Oui. Donc on entrevoit une possible reconnaissance comme l'Espagne, l'Irlande et la Norvège. Et en fait, pas maintenant. Donc il y a une volonté de satisfaire un peu toutes les parties du public, aussi bien les pro-israéliens que les pro-palestiniens. Maintenant, ce qui est intéressant dans les propos du président, c'est qu'il a parlé d'une reconnaissance qui viendrait le moment venu, ce qui n'est pas actuellement le cas d'après lui, le moment lorsqu'un processus politique sera engagé. Or, justement, l'Espagne, la Norvège et l'Irlande affirment que c'est parce qu'il n'y a pas ce processus politique qu'ils veulent le précipiter. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre la charrue avant les bœufs, à savoir reconnaître au départ l'État palestinien pour pousser les Palestiniens et surtout les Israéliens, car on sait que Benyamin Netanyahou ne veut pas d'État palestinien, ni lui ni l'ensemble des membres de sa coalition. Il veut les pousser à se rasseoir autour d'une table. Parce qu'aujourd'hui, on n'a que cette solution. C'est-à-dire qu'encore une fois, surtout après les massacres du 7 octobre également, les massacres qui ont eu lieu hier à Rafah, on ne voit pas de coexistence entre ces deux peuples. Donc la seule solution, comme le disent beaucoup d'acteurs sur place, c'est la séparation. Alors séparation, ça veut dire quoi? Un État palestinien. Or aujourd'hui, sur le terrain, encore une fois, il y a un principal obstacle à cet État palestinien, c'est la colonisation. La colonisation, c'est quand même 490 000 colons israéliens illégalement installés en Cisjordanie, 230 000 à Jérusalem-Est, donc un total de 800 000 Israéliens qui sont sur le terrain et qui empêchent la création d'un État palestinien qui, sur le terrain, aujourd'hui, est une chimère, c'est illusoire. Il y a le Hamas aussi comme obstacle. Sauf que le Hamas n'est pas en Cisjordanie, comme vous le savez, il est à Gaza. Israël n'est pas
On va revenir sur toutes ces questions, bien entendu. Mais ce débat, en tout cas, s'est invité à l'Assemblée lorsqu'un député, aujourd'hui LFI, a brandi un drapeau palestinien dans l'hémicycle, entraînant une suspension de séance. Et quelques minutes plus tard, ce sont des députés qui ont réagi. Et là où je peux vous dire que c'est aussi d'une certaine violence. Comment vous leur donnez la parole? Comment vous leur donnez la parole? À qui tu parles? À toi, je te parle. On n'a pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide? Récupérer les otages. Poursuivi pour apologie du génocide, monsieur. Quelle apologie du génocide? Vous devriez être poursuivi. Moi je regrette la mort de tous les enfants. S'il y avait justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, monsieur. Ne touchez pas. Ne touchez pas. Ne touchez pas. Parce que là, devant les caméras, vous êtes un scandale. Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire. Tirez des drapeaux palestiniens dans l'Assemblée, vous avez plus limite. Ils sont grattez 1000 voix de plus. Des bonnes règles, regardez-le. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. Et on devrait tous avoir honte d'être représentés par des gens comme ça, qui n'ont pas de cœur, qui ont un cœur à sens unique. Voilà pour la dignité de nos représentants à l'Assemblée nationale. Vous voulez réagir? Il faut expliquer qui est Habib Meyer. Oui, c'est-à-dire que il faut dire que c'est un député élu des Français de l'étranger pour le Moyen-Orient et notamment représentant les Français qui vivent en Israël. Et c'est surtout, je dirais, en plus de cela, un très très proche conseiller de Benjamin Netanyahou. Donc du Premier ministre israélien. Voilà, il l'accompagne dans toutes ses visites en France, il lui parle très régulièrement au téléphone. C'est, je dirais, l'un des plus grands amis d'Israël et surtout du Premier ministre Netanyahou en France. Et donc le volte-face avec le député du LFI, si vous voulez, est d'une violence inadmissible évidemment à l'Assemblée nationale. Les mots employés sont hors de propos, mais on voit que ce sont deux positions extrêmes, c'est-à-dire d'un côté LFI pro-palestinien et de l'autre un député très pro-israélien. Bonsoir Bernard Guetta, merci de nous rejoindre. Vous êtes député Renew, autant dire macroniste au Parlement européen. Et notre président de la République vient de dire il y a quelques instants, il n'y a pas de tabou pour la France, je suis prêt à reconnaître un État palestinien. Quelle est votre réaction et est-ce qu'il évolue selon vous sur cette question? Écoutez, j'en suis très heureux, profondément heureux, puisque c'est ce que j'appelais de mes voeux en vérité depuis de très longs mois, pour ne pas dire de très longues années, mais c'est ce que j'avais répété hier matin sur une radio nationale. Eh bien oui, c'est une très bonne nouvelle, mais qui, au fond des choses, ne me surprend pas, car le président de la République a toujours été, comme tous ses prédécesseurs, en faveur de la solution à deux États pour la bonne raison qu'il n'y a pas d'autre solution à cet éternel et abominable conflit. Et donc, si on est partisan de la solution à deux États, eh bien évidemment qu'il y a une logique à vouloir reconnaître un État palestinien, même avant que des négociations israélo-palestiniennes, parrainées éventuellement par l'Union européenne, par les États-Unis, par la Ligue arabe, je ne sais par qui, même donc avant que des négociations n'aient tracé les frontières de ce futur État palestinien et n'aient défini les garanties de sécurité qui devront être données tant à Israël qu'à la future Palestine. Tout cela me semble logique et me semble une très bonne nouvelle. Comment réagissez-vous à ces propos orduriers qu'on a entendus aujourd'hui à l'Assemblée nationale, tout simplement parce qu'on débat, on a brandi par ailleurs un drapeau palestinien. Voilà, je veux dire, nos représentants n'arrivent pas à se parler normalement quand il faut parler des rapports entre Israël et la Palestine. Non, écoutez, n'exagérez pas. Heureusement, ce ne sont pas nos représentants, ce sont deux personnes, peut-être un petit peu plus, mais ce n'est pas toute l'Assemblée nationale, loin de là, mais c'est une illustration particulièrement navrante et particulièrement choquante de ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire importer le conflit israélo-palestinien en France. Aujourd'hui, un esprit raisonnable ne doit se dire ni pro-israélien, ni pro-palestinien. On doit être pro-paix.
ce qui est tout à fait différent. Et d'ailleurs, réfléchissons. Qu'est-ce que ça veut dire pro-israélien? Ça veut dire partisan de M. Netanyahou ou partisan de ces centaines de milliers d'opposants qui le défiaient dans les rues avant le 7 octobre et qui recommencent à le défier dans les rues au nom de la démocratie et de la séparation des pouvoirs? Et être pro-palestinien, est-ce que ça veut dire être partisan de cette organisation terroriste abominable qu'est le Hamas, ou est-ce que ça veut dire être partisan de ces si nombreux Palestiniens, je répète, de ces si nombreux, de ces extrêmement nombreux Palestiniens qui souhaitent un règlement pacifique et la coexistence de deux États? Non, non, non. Il faut refuser l'importation de ce conflit, qui plus est dans sa version la plus absurde et la plus négative, et être pro-paix. Merci Bernard Guetta d'avoir pris la parole en direct dans cette émission sur BFM TV. Alors la réaction d'Israël ne s'est pas fait attendre, notamment par la voix de son ministre des Affaires étrangères. Annoncer la reconnaissance de l'État palestinien et être complice des appels au génocide du peuple juif. C'est un tweet. Comment l'interprétez-vous et qu'est-ce qu'il signifie? Ça veut dire qu'on ne bouge pas sur le dossier, Lise Gosset? Non, mais c'est intéressant d'expliquer la position de la France qui est pragmatique. C'est vrai qu'il y a la volonté aussi de ne pas mettre... Ça, c'est la reconnaissance après les propos des trois pays. Hein. Oui, mais on comprend la réaction d'Israël, mais l'important, c'est que les choses sont en train de bouger. Mais la France ne veut pas gâcher une carte diplomatique essentielle. Si on reconnaît aujourd'hui l'État palestinien, qu'est-ce qui se passe demain? Qu'est-ce que ça change concrètement? Une chose pour la France, c'est la fermeture du consulat français d'Israël, c'est-à-dire de Jérusalem. C'est-à-dire que concrètement, on n'a plus de relations possibles avec les Palestiniens et donc on ferme ce consulat. Mais surtout, la France pense qu'il faut agir aux Nations Unies, proposer une résolution qui reconnaît l'État palestinien et prendre une résolution qui ne soit pas l'objet d'un veto de la part des Américains. Si, en clair, la France... oui, mais le contexte n'y est pas favorable, mais préparer une telle résolution sans veto américain, ça voudrait dire que les Nations Unies reconnaissent ensemble l'État palestinien et non pas en ordre dispersé. C'est ça la volonté de la France. Il n'y a pas de tabou, mais il faut le faire de façon utile. Ce n'est pas l'heure, ce n'est pas le jour. Le chancelier Scholz, qui est encore plus prudent qu'Emmanuel Macron, a dit « j'espère que ce ne sera pas dans 30 ans ». Donc évidemment, ce qui se passe à Gaza oblige à aller plus vite, à accélérer, mais de façon utile. On a 3 nouveaux pays aujourd'hui qui disent vouloir reconnaître la Palestine. Est-ce que ça change la donne? Est-ce que ça nous dit quelque chose de l'évolution générale? Je pense que ça dit surtout quelque chose du désespoir qui nous anime aujourd'hui face à la situation à Gaza. Je voudrais juste rappeler une chose. Début mai, le président Biden, le président américain, pèse de tout son poids pour obliger Netanyahou à accepter un cessez-le-feu. Il est quasiment scellé. Netanyahou lance son offensive contre Rafah. La Cour internationale de justice ordonne à Israël de stopper cette offensive. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'1 million de déplacés qui sont là. Cette offensive va être un massacre. Or, depuis 7 mois, on assiste juste à une succession de massacres sur la bande de Gaza. Pourquoi? Parce que Netanyahou poursuit des terroristes, alors qu'Israël a une très grande expérience de la lutte antiterroriste, avec des bombes, allez, je vais résumer, d'1 tonne. On chasse pas des termites en écrasant les maisons. Ou alors on fait un massacre. Et c'est ce qui se passe. Or, après 7 mois, quels sont les objectifs qu'avait affiché Netanyahou? 1. De détruire militairement le Hamas. Le Hamas, dimanche, tire une salve de roquettes contre Tel Aviv. Pour bien montrer, alors là, si vous croyez en avoir fini avec nous, vous pouvez toujours courir. Le deuxième objectif était de libérer les otages. La seule fois où on a une libération d'otages, c'est quand il y a eu un cessez-le-feu. Ce qui veut dire que Netanyahou est dans une espèce de course en avant, et alors qu'on s'attendait tous, notamment avec le drame encore avant-hier d'un camp de déplacés qui fait l'objet d'un bombardement et il y a encore 45 morts, on se dit tous, ah, il va quand même peut-être freiner un petit peu, il réalise qu'il ne peut pas aller plus loin. Mais pas du tout. Vous savez qu'aujourd'hui, les chars israéliens sont rentrés dans Rafah. Il ne devait pas y avoir d'offensive terrestre contre Rafah, mais Netanyahou l'a conduit, quoi qu'il se passe par ailleurs. Et donc, oui, aujourd'hui, je pense que tous les pays européens et tous les pays qui souhaitent la paix au Proche-Orient sont désespérés parce que Netanyahou est devenu totalement autiste à tout ce qui se passe chez lui, y compris de sa propre société, qui commence à réaliser qu'il l'emmène directement vers une catastrophe. Comment Israël va expliquer un tel bilan une fois que la guerre sera terminée? Car quand elle sera terminée, on ne sera pas à 35 000 morts. Aujourd'hui, on est plutôt à 70 000 morts. C'est Hiroshima. Vous êtes d'accord avec Hiroshima? Vous êtes d'accord avec cette analyse? Pas vraiment.
D'abord, sur la société israélienne notamment. Sur la société israélienne, je crois qu'une grande partie de la société israélienne arrive au moment où il constate que ça ne va pas mener beaucoup plus loin. Mais c'est qu'on a tendance à exclure de ces discussions chaque fois, c'est l'histoire des otages. Et ça, c'est le noyau de la position de la société israélienne. Ça veut dire que si une attaque peut mener à une libération des otages et qu'il n'y a pas un autre moyen de libérer, ça peut créer un consensus. Sans ça, je crois que les Israéliens, ils se posent cette question, ils disent, attendez, ils se disent, c'est pas possible. Maintenant, quand il y a des reconnaissances comme ça pour les Israéliens, comment ils lisent cette possibilité ils les lisent comme ça donne en fait des garanties aux Chinois à ne pas bouger parce que forcément il reçoit ce qu'il a voulu sans devoir donner les otages au retour. Donc la situation se complique dans la société. Armin Arif, si vous vouliez intervenir. Oui, j'aimerais revenir sur plusieurs choses qui viennent d'être dites. Tout d'abord, 2 jours après le massacre de 40 à 45 personnes, dont une majorité de femmes et d'enfants, dans le camp de réfugiés de Rafah, aujourd'hui, on a ce qui apparaît comme étant une nouvelle bavure. Vous parlez de la frappe qui a eu lieu dimanche. Non, aujourd'hui, oui, je parlais de la frappe de dimanche. Aujourd'hui, il y a une nouvelle frappe dans une zone considérée comme une zone sûre, Al-Mazawi, à l'ouest de Rafah, qui a fait au moins 21 morts. Donc on est encore, d'une certaine manière, dans la récidive, dans la surenchère. Ça pose un problème. Deuxièmement, vous disiez tout à l'heure, monsieur Ancel, que Biden a pesé de tout son poids. Je ne vois pas aujourd'hui le président américain, en période électorale, arrêter les livraisons d'armes. Elles se poursuivent. Certes, certaines armes ont été arrêtées, mais elles se poursuivent. Pareil pour la France. Les livraisons d'armes de la France sont minimes, certes, vis-à-vis d'Israël, mais les quelques armes qui ont été révélées par le média français Disclose, n'ont pas été interrompues. Vous avez entendu l'argument de Joe Biden, on cessera de livrer des armes s'il y a une offensive d'envergure. Israël l'a très bien compris, et donc l'offensive n'est pas une offensive d'envergure, mais elle est ciblée avec ce qu'on voit, des normes, avec des carnages. Troisième chose, les otages israéliens. Effectivement, le chef des négociateurs pour l'armée, Nitzar Alon, a lui-même annoncé à la presse israélienne qu'il n'arriverait probablement pas à un accord avec le Hamas par le biais de l'Égypte et des États-Unis sous gouvernement israélien. On a tendance à l'oublier. On parle certes du Hamas, il faut le dire, aujourd'hui avec une attitude extrêmement cynique, notamment de son chef Yahya Sinwar, toujours terré dans un tunnel vraisemblablement à Khan Younes, mais on a quand même un gouvernement d'extrémistes en Israël, d'extrême droite, avec notamment 2 personnalités, le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, le messianique religieux, et le suprémaciste Ben Gvir, qui tiennent Netanyahou à la gorge. Armin, vous êtes en train de nous dire qu'on est dans une impasse totale. On est dans une impasse totale. Et c'est la raison pour laquelle on a 3 pays aujourd'hui qui disent on va inverser les choses. On est impuissant, mais on va inverser les choses en essayant de renverser la table et d'imposer un fait accompli à Israël pour forcer les deux parties à revenir à la table des négociations. Encore une fois, le problème c'est qu'aujourd'hui sur le terrain, c'est pas la solution à 2 États, c'est une chimère. Ça fait des années qu'on sait qu'elle a disparu. On est dans un État binational avec des droits qui ne sont pas les mêmes selon le fait que vous soyez juif ou arabe, y compris notamment en Cisjordanie. Il y a des discriminations. Ulysse Gosset, on a assisté donc à une initiative coordonnée de la Norvège, de l'Irlande et de l'Espagne. Est-ce que d'autres États européens pourraient se joindre à cette initiative? On a évoqué notamment Malte et la Slovénie. Alors, bon, on peut traiter ça avec ironie en disant que ça n'a pas le même poids, mais ça a un sens. Mais tous les États européens y réfléchissent, mais on est loin d'un accord, par exemple, qui permettrait à l'Union européenne de reconnaître l'État palestinien. Là, ça aurait de la force et du sens. Ce ne serait pas, si vous voulez, des coups d'éclat de pays individuels. Mais le moment n'est pas venu parce qu'il y a beaucoup de dirigeants en Europe qui considèrent que reconnaître aujourd'hui un État palestinien, c'est faire un cadeau à ceux qui ont déclenché l'attaque du 7 octobre. Et que ce n'est pas le moment de mettre sur le même pied le Hamas et la reconnaissance de l'État palestinien. Donc l'idée de la France, encore une fois, c'est d'être utile et efficace. Si demain matin la France reconnaît, effectivement, ça aura un grand impact, ça va faire la une des journaux, mais que se passe-t-il le lendemain? Rien. Ça ne va pas faire changer l'attitude d'Israël. Par contre, encore une fois, l'idée de préparer cette résolution aux Nations Unies, je rappelle que la France a déjà voté la reconnaissance de la Palestine comme membre des Nations Unies. Oui. Alors que les Américains ont mis leur veto. L'idée, ça serait de pouvoir faire reconnaître la Palestine aux Nations Unies avec une résolution sans que les Américains ne mettent leur veto. Il n'est pas possible d'imaginer que Biden vote une telle résolution. Mais s'il ne met pas son veto, ça permettrait d'avancer. Et là, on peut
efficacement changer la donne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Évidemment, dans le contexte de guerre, on comprend cette réaction de certains dirigeants, les Espagnols en particulier, qui disent qu'il faut mettre un terme au massacre de Gaza. Mais le président français l'a dit lui-même, il est totalement choqué et il a une priorité, plus que la reconnaissance, c'est le cessez-le-feu immédiat, l'arrêt de la guerre. Guillaume Ancel, jusque-là, le processus de la reconnaissance de l'État palestinien émanait plutôt de pays dits du Sud. On assiste à une nouvelle dynamique avec cette mobilisation de pays européens. Est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'elle a un poids, selon vous? Oui, elle a un poids sur le plan international. Malheureusement, elle n'a pas de poids sur Benyamin Netanyahou, qui montre bien qu'il n'en a absolument rien à faire, y compris des pressions internes. Et par contre, sur le plan international, pour moi, c'est très grave pour Israël. Il faut se rappeler qu'Israël, c'est une toute petite nation. C'est une nation de 10 millions d'habitants qui est entourée de voisins foncièrement hostiles. Et que le jour où Israël n'aura plus un soutien massif, Israël sera en grand danger. Or, c'est exactement ce que fait Netanyahou aujourd'hui, parce qu'on est dans une impasse tragique. Vous vous rendez compte que l'armée israélienne, sur la décision de Netanyahou, conduit 300 bombardements par jour sur la bande de Gaza. On fait au moins 300 morts par jour. On est sur un trend de 9 à 10 000 morts par mois. Combien de temps ça peut encore continuer? On pense qu'il y a entre 80 et 90% de victimes collatérales à cause de ces bombardements. Comment est-ce que les Israéliens vont pouvoir justifier de tels dégâts? Tout ça pour avoir tué quoi? 8 à 10 000 miliciens du Hamas? Et que le Hamas perdure, dont le chef, de toute façon, est au Qatar. Donc il ne craint absolument rien. Le chef du bureau politique. Mais donc ça veut dire que la stratégie de Netanyahou est une impasse totale. Et par contre, quand les Israéliens vont voir la note, la facture, comment est-ce qu'ils expliqueront au monde entier qu'ils ont pu commettre un massacre en riposte à l'attaque terroriste du 7 octobre? C'est totalement disproportionné. Comment en Israël on vit en ce moment cette évolution des positions occidentales, pour dire les choses simplement, Tamar Sebok? Et déjà... Et est-ce que c'est lié d'une certaine façon à l'intransigeance du Premier ministre Netanyahou? C'est certainement lié à son intransigeance, mais je veux dire, la façon de voir de l'Europe, moi je tombe un peu de nu, enfin, j'habite ici, donc je sais que c'est... Pour les Israéliens, le fait qu'on parle de massacre à Gaza et qu'on oublie déjà la cruauté... Mais personne n'oublie ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est faux. Ça s'entend de moins en moins. Maintenant, demain, le Hamas rend les otages, la guerre est finie, Netanyahou ne pourrait plus rien dire. Après, au niveau de chiffres, pareil, les chiffres... ils sont énormes, ils ne devraient pas l'être, les civils ne devraient pas être au milieu de tout ceci. Mais pareil, on ne parle pas aujourd'hui de la version israélienne par rapport à ce qui s'est passé dimanche, qui est inexcusable quoi qu'il arrive. Parce qu'elle n'est pas crédible, Tamar. Non, je suis pas d'accord. L'armée israélienne dit que c'est pas elle qui a qu'elle a bombardé le camp, mais que c'est pas elle qui a déclenché les 45 morts. Pardon, mais il y a un moment, il faut être responsable. J'ai conduit des bombardements pendant des années, Tamar. Excuse-moi, mais quand on décide de bombarder au milieu d'un camp de réfugiés, on sait qu'on va faire que des victimes collatérales. Le problème, après, il faut assumer. C'est pas ce qu'ils ont dit. Après, on peut croire ou pas, mais c'est pas ce qu'ils ont dit. Qui il? Le porte-parole de l'armée. Et il y a eu déjà une commission qui a rendu les premières conclusions. Alors, ce qu'ils disent, on peut croire. C'est de la faute des réfugiés, oui. Non, parce que c'est facile un peu de dire ça comme ça, parce qu'en fait, on simplifie tout. Et à la fin, on n'a pas la complexité de ces drames humains qui est de deux côtés. Attendez, donc si j'explique, parce que ça serait quand même intéressant de comprendre... Oui, mais allez. Ok, alors, ce qu'ils disent, c'est que la zone dont ils ont bombardé est en dehors de la zone de sécurité. Alors, il y a un camp à 200 mètres de là, qui est encore en dehors de la zone de sécurité. Ils ont de bombes qui ont la précision de 2 mètres. Ils ont déjà fait des frappes comme ça. Ça n'existe pas. Ils ont déjà fait des frappes comme ça à côté de l'armée israélienne. Ce qui s'est passé, ils disent l'une de deux choses. Soit il y a eu un morceau d'obus qui a enflammé un réservoir d'essence, soit il y a eu un cache d'armes au-dessus de là où était le commandant. On peut y croire ou pas. Moi, je crois que dans la situation actuelle, ils ne peuvent pas se permettre de le faire exprès. Il n'aurait pas dû faire ces bombardements, on est bien d'accord, mais exprès, ça ne l'était pas. J'ai 30 secondes à vous donner avant qu'on ait notre reportage sur la situation. Ce qui est très intéressant sur ce qui s'est passé, les 2 carnages qui ont eu lieu, c'est que c'était des zones qui faisaient
pas partie des zones à évacuer. Et c'est ça le problème. C'est exactement comme il y a 2 mois, les 7 morts occidentaux, cette fois de l'ONG Central Kitchen, ils étaient en relation avec Israël. Et c'est ça le gros problème. C'est-à-dire que même les endroits où les réfugiés sont censés être en sécurité, ils ne le sont pas. Deuxième chose, vous disiez effectivement, vous avez raison, le Hamas, s'il rendait les otages, ce serait fini. Ce serait fini pour cette crise. Mais la crise au Proche-Orient, elle n'est pas compliquée. C'est une solution politique. La solution politique, c'est l'État palestinien. Et dernière chose, comme le disait, tout le monde est pro-paix, comme le disait monsieur l'eurodéputé Guetta. Il s'agirait d'être pro-paix. Tout le monde est pro-paix, mais il s'agirait d'être pro-droit international. Une solution politique, elle se base sur le droit international. Le droit international, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les colons en Cisjordanie sont illégaux. Ça veut dire que le blocus de Gaza, il est illégal. Au-delà de tous les massacres qui touchent les civils, et on les oublie pas, ceux bien sûr du 7 octobre, mais comme ceux de Rafah, il y a quand même au moins 35 000 morts, beaucoup plus selon. Merci les uns les autres. On va mettre une autre vidéo sur BFM Story. On va mettre ce qu'il parle du drapeau. Voilà. On va mettre celui-là. BFM TV, BFM Story. Alain Marchal, Olivier Truchot. Nous sommes donc 24 heures après l'incident au Palais Bourbon, l'incident dans les travées de l'Assemblée nationale avec Sébastien Delogu, le député des Bouches-du-Rhône, député France Insoumise, qui avait brandi le drapeau palestinien, ce qui avait valu une suspension de séance, ce qui lui a valu 15 jours de suspension avec la suspension aussi de son traitement. Et vous avez encore en mémoire l'échange musclé ensuite dans la salle des 4 colonnes entre le député insoumis David Guiraud et le député Les Républicains soutien d'Israël, Meyer Habib. 24 heures après, où en est-on? On va aller à l'Assemblée nationale retrouver Perrine Vasque en direct pour BFM TV. Est-ce que les députés sont revenus dans un état d'esprit plus apaisé, Perrine? Alors déjà, les députés sont pas tous revenus, pour tout vous dire, parce qu'il y a beaucoup moins de monde aujourd'hui, mercredi, et sur les bancs de l'hémicycle et dans les travées de l'Assemblée nationale, beaucoup moins de députés croisés, beaucoup moins d'agitation qu'hier. Mais les quelques députés que nous avons vus, notamment les députés de gauche, eh bien, ont un peu un goût, vous me permettrez l'expression, de gueule de bois. Ils regrettent cette sanction beaucoup trop élevée à leur goût, comme le président du groupe communiste, André Chassaigne, pourtant reconnu comme étant mesuré. Il nous a expliqué du temps de Richard Ferrand, un député avait brandi une pancarte qui disait « La France tue au Yémen ». Il avait reçu simplement une sanction simple. Ce président communiste qui nous disait avoir été notamment choqué, lui de son côté, par les hurlements qu'il a entendus sur les bancs de la droite et de l'extrême droite et de la majorité. À peine ont-ils vu le drapeau de la Palestine. Il ne faut pas que l'on montre une image d'une peine à géométrie variable, a-t-il dit. Du côté de la séance des questions au gouvernement, un peu d'agitation lorsqu'on est revenu justement par la majorité, Sylvain Maillard qui a interrogé le Premier ministre sur ce trouble d'hier, mais avec des bancs bien plus clairsemés, la séance s'est passée beaucoup plus dans le calme. Et ce soir, au Palais Bourbon, 19h30, le film du député insoumis sur les milliers de morts à Gaza, Perrine. Oui, absolument. C'est un documentaire que l'ancien journaliste Émeric Caron, devenu député de la France Insoumise, va diffuser avec des images, nous dit-il, de reporters sur place et d'habitants aux sources incontestables. Mais voilà, eh bien pour ce documentaire, bien peu de députés inscrits. Nous avons croisé tout à l'heure le député de la majorité, patron de la majorité, Sylvain Maillard, qui nous disait ne même pas être au courant. À peine une douzaine de députés se sont inscrits pour visionner ce documentaire, alors qu'ils étaient une centaine lorsqu'avaient été projetées ici par la majorité les images du 7 octobre, souvenez-vous. Écoutez ces deux députés de gauche qui ont prévu d'y aller, Thomas Porte pour la France Insoumise et Jérôme Guedj, qui se répondent. Il faut savoir que par principe je pourrais peut-être y aller, simplement je ne veux pas que ce soit instrumentalisé. Voilà, Émeric Caron depuis des semaines est dans des positions extrêmement clivantes. Il interpelle, pourquoi tu t'es pas inscrit, etc. Enfin, cette espèce de mise au pied du mur permanente, c'est pas la logique de nuances et de rassemblement dont on a besoin ici. Je vois surtout qu'il y a 0 député de la majorité présidentielle, en tout cas 0 député du groupe macroniste qui sont présents pour regarder le film ce soir. Que toutes les excuses sont bonnes pour ne pas venir voir ce film.
Alors en effet, pas de député du côté de Renaissance, pas de député non plus du côté des Républicains, une députée du Rassemblement national, 5 du côté des bancs insoumis et 2 du côté du MoDem. Le documentaire va être présenté à 19h30 et on nous disait que peut-être d'autres députés, selon leur disponibilité, pourraient rejoindre les rangs pour cette projection. Voilà, Perrine Vasque à l'Assemblée nationale avec David Bouteiller pour BFM Antoine TV. Armand, député de la majorité. Bonsoir, vous allez voir ce film présenté par votre collègue Caron? Non, je vais vous dire, je ne m'y rendrai pas ce soir, comme je ne me suis d'ailleurs pas rendu au film qui a été projeté sur les attaques du 7 octobre. Je crois qu'avant tout, c'est un choix éminemment personnel de vouloir supporter, de regarder ces horreurs à ce point-là, des horreurs qui sont documentées de part et d'autre. Par ailleurs, j'ai pas besoin d'aller voir un film de cette nature pour être ému par ce qui s'est passé à Rafah, par ce qui se passe depuis le 7 octobre, par ce qui s'est passé le 7 octobre et ce qui se passe depuis. Oui, mais Aymeric Caron est en train de lister les députés qui ne vont pas voir son film. Il a déjà tweeté foutaise, prétexte, lâcheté pour dénoncer les députés qui n'iront pas le voir. Oui, alors vous savez, à la France Insoumise, on fait des listes. Rima Hassan, elle avait fait des listes de personnalités, elles étaient toutes juives. C'était un hasard, j'imagine, qui entravait un certain nombre des actions qu'elle voulait mener. Aymeric Caron, s'il fait une liste de tous les députés qui ne viendront pas ce soir, j'espère qu'il fera une liste des 60 députés insoumis qui n'y viendront pas. Visiblement, il n'y en a que 5 qui veulent venir. Voilà, sur la soixantaine de députés insoumis, je pense qu'il fera aussi une liste des députés écologistes, une liste des députés communistes. Vous voyez ce qui me dérange là-dedans, c'est l'instrumentalisation. C'est l'instrumentalisation. C'est le drapeau palestinien qu'on brandit mardi. Est-ce qu'on a brandi un drapeau ukrainien? Est-ce qu'on a brandi un drapeau iranien en hommage aux femmes? La présidente de l'Assemblée nationale avait un pins aux couleurs israéliennes à l'Assemblée. Ça n'a absolument rien à voir. On avait mis l'Assemblée aux couleurs israéliennes aussi. Mais ça n'a rien à voir d'avoir un geste institutionnel, consensuel, partagé au lendemain d'une attaque terroriste et de brandir, quand on est député de la nation, un drapeau étranger et surtout le seul de tous les drapeaux. Je comprends, mais pourquoi ne pas mettre les couleurs palestiniennes sur le mur de l'Assemblée, alors comme on l'a fait avec le drapeau israélien? C'est une décision qui sera prise par le bureau si la question se pose, par le bureau de l'Assemblée nationale. La question peut se poser. Mais je vous pose la question parce que Aymeric Caron et d'autres disent finalement ce sont des dénonciations en géométrie variable. Et lorsqu'il s'agit des morts de Gaza, ces dénonciations sont très timides. La dénonciation à géométrie variable, malheureusement, elle est dans le camp des insoumis. Elle est dans le camp de ceux qui, le soir du 7 octobre, sont incapables de parler d'attaques terroristes. Ceux mêmes qui disent, d'une certaine manière, l'action est légitime, comme Rima Hassan, comme d'autres l'ont fait. Elle est là, la dénonciation à géométrie variable. Quelle est la question qui se pose ici? Et c'est d'ailleurs la question, on en parlera peut-être plus tard, sur la reconnaissance de l'État palestinien. C'est que pour avoir un État palestinien que l'on reconnaît, il faut qu'on soit dans un processus de paix. Il faut que ça serve à quelque chose. Sinon, c'est le coup de l'émotion. Donc la Norvège, l'Espagne réagissent sur le coup de l'émotion. Mais c'est des décisions souveraines et je critique pas leurs décisions. Je vous dis simplement que la place de la France aujourd'hui, c'est d'appeler à la libération des otages, à un cessez-le-feu et à participer aux négociations pour un processus à 2 États. Le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a eu un mot très juste tout à l'heure. Il a dit « Quel sera le jour d'après ?» On va reconnaître l'État palestinien aujourd'hui, sans aucun lien avec le processus de négociation, sans que ça apporte rien à la paix. Pourquoi? Qu'est-ce que ça apportera? En réalité, ce sera à nouveau un coup de com'. Et vous savez, moi, la politique de la France insoumise, la politique des happenings permanents, la politique des festivals où on danse en souriant pour soi-disant dénoncer un génocide, aux manifestations d'hier. Aux manifestations d'hier, où je vois des députés qui se rengorgent d'avoir été sanctionnés par la représentation nationale, qui n'ont pas respecté les règles. Sébastien Legout, qui arrive tout sourire, fier d'avoir été sanctionné par la représentation nationale et qui danse tout sourire pour dénoncer un génocide. On va voir les images dans un instant. Franchement, ça donne pas vraiment l'impression d'un soutien à la cause palestinienne. Vous mettez en doute leur sincérité? Je m'interroge. Je m'interroge quand je vois des images qui ressemblent plus à un festival qu'à une dénonciation tragique de ce qui se passe, quel que soit le nom qu'on lui donne à Gaza et au Proche-Orient. Donc ça, c'était après la séance houleuse à l'Assemblée, le député de Logu qui venait de se faire sanctionner, et là, il est venu danser avec son collègue Boyard devant les manifestations. C'était devant les manifestants, pardon, c'était Ketsen, hein, c'était un rassemblement d'insoumis, Thomas Soulier. Parce que Luc Boyard fait une tournée de France en tant que DJ. Franchement, tout ce que je vois, j'entends depuis 24 heures, tout est excessif et tout est ridicule. Mais tout, et tout le monde, de tous bords. D'abord les insoumis qui jouent aux martyrs et qui jouent aux victimes après la sanction de l'Assemblée. Ces images-là,
le soir même, on a même vu les images de Manon André, la tête de liste insoumise, en train de danser à côté du camion que l'on voit là. La réaction de Sébastien Delogu qui part avec un V de la victoire et qui d'un coup veut devenir un héros national. Et son quart d'heure de gloire. Ah merci Hélène Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée qui a décidé cela. C'est le bureau qui a la présidente de l'Assemblée qui réagit de manière excessive lors du drapeau palestinien. La sanction ensuite prise par le bureau, c'est la sanction la plus élevée. On a eu 4 fois sur la 5e République, 3 fois depuis qu'elle est présidente. Il y a une Braun-Pivet. C'est excessif. Peut-être qu'elle a été prise sous le coup de l'émotion aussi. Et peut-être qu'avec un peu de réflexion, elle aurait été moins importante. Attendez, M. Armand, sauf que sur le coup, peut-être un coup d'émotion. Oui. Mais après, il y a un bureau durant 30 minutes à huis clos où on peut se calmer et dire aucun rappel au règlement. Non, tout le monde a demandé la sanction. Je rappelle que 2 députés, dont Jean Lassalle, avaient brandi des gilets jaunes dans l'hémicycle. Ils n'ont jamais été sanctionnés. Voilà, c'est des gilets jaunes. Donc c'est intéressant ce que dit Thomas Mesnier. On a l'impression, pareil, c'est un 2 poids 2 mesures, que tout d'un coup, Yael Braun-Pivet a surréagi, que derrière, il a fallu sanctionner immédiatement, et que finalement, vous faites de la publicité à ce député qui, derrière, passe pour un martyr de la cause. Yael Braun-Pivet a présidé dans l'esprit de ce qui se fait à l'Assemblée nationale depuis très longtemps. Je le redis en un instant, qu'est-ce qui s'est passé? Le drapeau a été brandi. Oui. Les huissiers sont venus enlever le drapeau. Ça a duré 2 minutes. Comme c'est d'usage, et la présidente a mis un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal, et elle a tenté, après une suspension, de reprendre la séance. Ce n'était pas possible tellement le trouble était important. C'est pour ça qu'on a suspendu la séance, et c'est pour ça que le bureau a proposé une sanction plus élevée. Donc la majorité, la droite et le RN. L'ensemble, votre camp a accepté la sanction proposée par le RN et par les Républicains. Non, la gauche a été contre. C'est le RN. Non, toute la gauche n'a pas été contre. La droite. Toute la gauche n'a pas été contre. Les socialistes, une partie ne se sont pas levés. Une partie s'est abstenue. Ils n'ont pas demandé la sanction. Mais ils se sont abstenus. Oui. C'est la preuve qu'ils ne sont pas viscéralement contre. Sinon, ils auraient voté contre. Ça a été gradué, ça a été réfléchi, ça a été proposé. Et puis, il y a un contexte qu'il ne faut pas ignorer. Quel est ce contexte? Qui a traité d'assassin le ministre du Travail dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale? Qui a proféré des chants qui ne sont pas autorisés dans l'Assemblée nationale? Quelle limite faut-il mettre à la France insoumise pour qu'elle respecte nos institutions démocratiques? Et jusqu'à quand est-ce que nous, élus de la nation, on est censé attendre que l'Assemblée soit bordélisée? Et à un moment, il faut dire stop. Vous mettez au même niveau un député qui traite Olivier Dussopt d'assassin, un député LFI qui retourne en Afrique et le drapeau palestinien. Député RN. Non, député RN, pardon. Qui a été sanctionné. Oui, excusez-moi, un député RN vis-à-vis d'un député LFI. Vous mettez sur le même niveau les 3 sujets. Non, on n'est pas... si c'est la même sanction. Bien sûr, c'est pas parce que c'est la même... Il y a 4 sanctions, vous prenez la même. Oui, mais il y a 4 sanctions et il y a 2000 infractions. Donc ça fait des catégories. Et il se trouve qu'on en est arrivé là. Et mais c'était aussi grave que des propos racistes. Les sanctions à l'Assemblée nationale sont prises en fonction du trouble qui est produit. La présidente a tenté de reprendre la séance. Elle n'a pas voulu spontanément proposer ce type de sanctions. Elle ne l'a pas proposé d'ailleurs elle-même. Elle a tenté de reprendre la séance. Mais il faut visualiser dans ce contexte de tension ce que ça provoque. Or, en fait, ce qu'on cherche, c'est le contraire. Si on s'écoute un peu tous, au lieu de faire de la polémique en permanence, on veut tous, j'espère, malheureusement les insoumis ont du mal à le dire aussi clairement, la libération des otages. On veut tous un cessez-le-feu. Alors pourquoi cliver? Pourquoi essayer d'introduire de l'irrespect? C'est ça qui m'interroge. Nous sommes avec Gwen Thomas Alves. Il est porte-parole de l'Union syndicale lycéenne. Bonsoir Gwen Thomas Alves. Si vous êtes en direct avec nous, c'est parce qu'on vient de voir passer un communiqué. Rafah sous les bombes, bloquons nos lycées. Voilà, ça vient d'arriver, ça tourne sur les réseaux sociaux. Vous appelez à bloquer les lycées en soutien à Gaza, c'est ça? À partir de quand? Absolument, c'est un blocus, c'est un appel au blocus à effet immédiat, conformément au mouvement qu'on avait lancé il y a maintenant 2-3 semaines aux côtés des étudiantes et des étudiants. Aujourd'hui, il y a urgence à pouvoir agir en faveur d'un cessez-le-feu et de la reconnaissance de l'État palestinien, et c'est la raison pour laquelle on se joint à cette mobilisation qui s'est intensifiée au cours des derniers jours, avec des dizaines de milliers de personnes qui traversent les rues de Paris et les rues de toute la France pour demander la paix à Gaza. Et donc c'est la raison pour laquelle on appelle, nous à l'USL, au blocus de tous les lycées à partir d'aujourd'hui. Bloquer son lycée, en quoi le blocage de votre lycée va provoquer un cessez-le-feu sur place, pourrait entraîner un cessez-le-feu sur place? Quel est le lien en fait? J'essaie de comprendre. C'est imposer un rapport de force face à ce gouvernement qui aujourd'hui se rend complice de ce Oui, mais c'est pas Emmanuel Macron qui peut imposer un cessez-le-feu à Gaza. C'est Emmanuel Macron qui a un service diplomatique qui peut influencer la position d'Israël. Il appelle au cessez-le-feu. Bien sûr, il appelle à la reconnaissance de l'État palestinien, il ne le fait pas, c'est la raison pour laquelle nous on appelle au blocus.
Il a dit qu'il était d'accord, mais pas tout de suite, c'était pas le bon moment. D'ailleurs, depuis que la Norvège et l'Espagne ont reconnu, ça n'a rien changé sur le conflit israélo-palestinien. Ce n'est pas un problème d'émotion, c'est un problème de courage politique. Ça fait depuis, évidemment, il ne faut pas le faire aujourd'hui. Ou d'efficacité plutôt. Il y a des années. Il fallait faire il y a des années sur cette reconnaissance de l'État palestinien, comme ce qu'ont fait plus de 140 États dans le monde. Mais Gwen Thomas Alves, je suis en train de lire votre communiqué, pardon, hein. Je regarde sur mon portable ce communiqué qui est arrivé. Rafah sous les bombes, bloquons les lycées. Vous parlez d'épuration ethnique contre le peuple palestinien. Vous parlez des milliers de bombes qui sont larguées, mais à aucun moment vous dites libérer les otages, cesser le feu. À aucun moment vous ne parlez des otages du Hamas. Ah mais on a une position très claire là-dessus. Il faut libérer tous les otages. Oui, mais elle n'est pas claire dans le communiqué. Elle n'est pas écrite dans le communiqué. Vous voyez, vous pourriez dire libérer les otages, arrêter les bombardements, cesser le feu, mais ce n'est pas écrit. Mais de la même façon qu'on n'a pas dans le communiqué de presse, on n'a pas écrit qu'il faut libérer les prisonniers palestiniens retenus par Israël. Et pourtant, on le pense aussi. Et c'est aussi. Vous faites la comparaison entre des otages et des prisonniers palestiniens. Des prisonniers qui sont retenus dans d'infâmes conditions, comme ce qu'avait montré CNN il y a plusieurs jours. Et après, non, il ne faut aucune comparaison. Il y a aujourd'hui des détenus, il y a des gens qui sont détenus par le Hamas illégalement depuis les attaques terroristes du 7 octobre, qu'on a condamné évidemment. Et c'est aussi grave que des otages. Mais il n'y a pas une question de c'est qui est le plus grave. À la fin, c'est des êtres humains qui sont retenus illégalement dans des conditions qui ne sont pas... Alors, monsieur le député Armand. Monsieur, parce que j'ai été extrêmement choqué, je ne reviens pas sur l'absence d'appel à la libération des otages, y compris français, mais monsieur, vous êtes français et vous parlez des victimes du 7 octobre comme des personnes détenues illégalement. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous dites? Dans les otages, il y a des femmes qui ont été et qui sont toujours violées tous les jours par le Hamas et des enfants. Et vous parlez de personnes détenues également. Est-ce que vous croyez que vous servez la cause palestinienne quand vous ignorez les viols, les massacres et les détentions d'otages? Est-ce que vous ne pouvez pas une seconde vous élever à la hauteur de l'événement et qualifier clairement de scandaleux, de honteux le fait qu'il y ait des otages qui soient encore tous les jours violés, dont les familles de victimes reçoivent des appels des terroristes du Hamas en leur disant peut-être qu'aujourd'hui on va violer ta fille. Est-ce que vous vous rendez compte une seconde de ce que vous avez dit? Une prise d'otage, c'est illégal ou légal? Hein? De prendre quelqu'un en otage, c'est illégal. C'est ce qu'on a dit, c'est illégal. Et encore une fois, ça n'enlève rien l'atrocité des attaques terroristes menées par le Hamas le 7 octobre et de l'atrocité que vivent les otages israéliens. Mais aujourd'hui, on a 35 000 personnes qui ont perdu la vie dans la bande de Gaza à cause de l'armée génocidaire israélienne. Et donc pour nous, il y a une nécessité absolue à pouvoir se mobiliser et appeler à un cessez-le-feu. Il n'y a rien d'antisémite là-dedans, c'est juste prenez le camp de la paix, celui qui nous emmènera vers une solution à deux États et qui mènera vers sauver en fait des vies palestiniennes. Un mot sur l'État palestinien. Un mot, s'il vous plaît, sur l'État palestinien. Quel État palestinien? Sur quelle frontière? Sur les frontières décidées par l'ONU, avec à côté un État israélien, conformément à ce qui a été décidé. Encore une fois, à chaque fois on nous demande si on condamne les attaques du 7 octobre et si on est pour ou contre un État israélien. C'est évident, évidemment qu'on condamne les attaques du 7 octobre et évidemment qu'on ne nie pas. Mais vous ne parlez pas des otages dans votre communiqué, c'est ça qui nous a interpellés, c'est pour ça. Vous invisibilisez. Et pareil pour les otages. Vous n'êtes même pas capable de dire otage, vous dites personne détenue illégalement. Je pense que tout le monde aura compris. Mais une prise d'otage, c'est quelque chose d'illégal. Vous pouvez pas dire le contraire. C'est le droit international qui le dit. À un moment donné, excusez-moi de me fier au droit international. Merci d'avoir été avec nous. Merci le président de l'Union nationale lycéenne qui était en direct sur BFM TV, Gwen Thomas Alves. On voit bien que le sujet va continuer d'enflammer toute la classe politique avec des risques aussi si la jeunesse s'en mêle aussi. Qui est déjà dans la rue chaque soir. Il y a encore un bel à manifester. Et il y a même des manifestations depuis 7 octobre à Place de la République tous les samedis. Maintenant, ça devient tous les jours. Et on verra ce soir s'il y a du monde ou pas à Place de la République. Est-ce que ce qui s'est passé à l'Assemblée hier va galvaniser les troupes? Est-ce qu'il y aura plus de monde ou pas? Ça, nous verrons. Je vous rappelle quand même le contexte politique. Nous sommes à 11 jours des élections européennes. Les Insoumis ont fait de la cause palestinienne le dossier au-dessus de la pile et le credo dans tous les meetings. Pour l'instant, ça ne paie pas dans les sondages. Quand on voit que Manon Aubry, la candidate, stagne autour de 8%, alors que Jean-Luc Mélenchon faisait 20% lors de la dernière campagne présidentielle.
est-ce que les Français vont, regarder ce qui se passe en Israël et en Palestine pour voter le 9 juin prochain? Pas sûr. Et est-ce que la cause défendue par les Insoumis va leur permettre de doper et de faire monter les sondages? Pas sûr non plus. En revanche, du côté de la majorité, on revoira peut-être avec vous, Gabriel Attal et Emmanuel Macron ont clarifié la position française après ce début de cacophonie sur l'État palestinien. Il y avait une volonté de clore la séquence et la polémique alors qu'on est en pleine campagne européenne. Sandrine Rousseau, la députée Europe Écologie Les Verts, est avec nous. Bonsoir Madame Rousseau. Bonsoir, merci d'être en direct sur BFM TV. Vous irez voir le film tout à l'heure à 19h30. Je rappelle que ce film, c'est sur ce que Aymeric Caron appelle les atrocités de Gaza et qui est projeté à 19h30. Non, je n'irai pas le voir. Ceci dit, je n'étais pas allée voir déjà le film sur le 7 octobre. Je pense qu'on peut avoir des positions de fermeté, d'aller vers la paix sans avoir besoin forcément de voir les cadavres. Et par ailleurs, c'est pas des images faciles à voir et j'ai pas spécialement, non, je n'irai pas. En plus, il y a une séance sur la fin de vie, sur la loi sur la fin de vie en même temps dans l'hémicycle. Est-ce que votre collègue hier de la France Insoumise, Sébastien Delogu, a eu raison de brandir ce drapeau palestinien ? En fait, il faut remettre la séquence dans un ensemble. C'est que une question avait été posée par notre groupe à Gabriel Attal, qui n'avait pas répondu sur deux questions essentielles. Un, est-ce que la France est en mesure de reconnaître l'État de Palestine? Vous savez que plusieurs pays l'ont fait et que c'est une manière de mettre la pression pour que les morts de civils s'arrêtent sur la bande de Gaza. Gabriel Attal n'avait pas répondu à cela. Il n'avait pas davantage répondu sur le fait que la France ferait pression pour qu'il y ait des sanctions contre Israël. Et donc, en fait, le drapeau palestinien a finalement plus provoqué le débat, a plus marqué les esprits que les réponses du Premier ministre, ce qui est un sujet. Et voilà, Sébastien Delogu voulait alerter sur la situation à Gaza. Je pense qu'il voulait aussi alerter sur la faiblesse de la France dans ce conflit. Et je lui donne raison sur ces deux points. Mais on voit aussi que la gauche se déchire. Tout à l'heure, Rima Hassan, qui est sur la liste insoumise de Manon Aubry, tweetait « Quelqu'un a croisé Raphaël Glucksmann dans les manifs pour Rafah ?» Donc en fait, la gauche se déchire avec ce conflit israélo-palestinien. Est-ce que c'est une bonne chose ? Oui, il y a des positions qui sont différentes. Je pense cependant que tout le monde veut aller vers le cessez-le-feu. Là, aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de milliers de victimes civiles sur une bande qui est quand même grande comme un mouchoir de poche, de gens qui sont enfermés dans cette poche. Ils ont beau fuir Rafah, ils font encore l'objet de bombardements. Je pense que là, il faut le dire avec fermeté, ça suffit. Ça suffit ce qui se passe à Gaza. Et en fait, la France est aux abonnés absents dans ce conflit. Où est la parole du Premier ministre? Où est la parole du président de la République? Le président de la République appelle au cessez-le-feu et a condamné le bombardement de Rafah. Mais vous reprochez à Raphaël Glucksmann... Très bien, mais enfin, à un moment, en tant que pays, on a aussi des mesures à prendre, on a des résolutions à porter au sein de l'ONU. On pourrait, par exemple, encore une fois, reconnaître l'État de Palestine, ce qu'ont fait plusieurs pays. Est-ce que vous reprochez à Raphaël Glucksmann de ne pas participer aux manifestations pour Rafah? Je vous entends très mal. Hein. Est-ce que vous reprochez à Raphaël Glucksmann de ne pas participer aux manifestations pour Rafah? Non, mais je reproche rien à personne. Moi, je ne suis pas dans cette idée qu'on va faire un match à gauche en permanence. Donc, je reproche rien à personne. Je pense qu'en plus, la gauche est forte de ces différences précisément et qu'on ne peut pas être tous sur une même ligne en permanence. Donc là, moi, je n'irai pas sur ce terrain-là. La seule chose que je dis, c'est qu'en tant qu'écologiste, je demande maintenant à la France de se positionner, de reconnaître l'État de Palestine et de se positionner au sein de l'Organisation des Nations Unies pour qu'il y ait des sanctions contre Israël qui, aujourd'hui, n'entend pas les alertes ni de la CPI, ni même de son allié historique que sont les États-Unis. Est-ce que vous diriez, comme Rima Hassan, qu'Israël est une monstruosité ? Non, je ne dirais absolument pas ça. Et je pense que c'est précisément parmi ces phrases-là qui nous font perdre aussi de la force dans notre argumentation. Donc non, je ne dirais pas ça. Maintenant, je dis que ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe à Rafah est inadmissible du point de vue du droit international et qu'il faut que ça s'arrête. Merci. Merci Madame Rousseau. Antoine Armand, une réaction
Est-ce que c'est vrai que le gouvernement français vend des armes en ce moment à Israël? Écoutez, vous savez que c'est des questions de sécurité nationale qui sont très largement du domaine de la sécurité, donc la confidentialité des États. Nous avons un certain nombre d'entreprises qui vendent un certain nombre d'armes à des pays en Europe et au-delà. Et nous sommes dans une situation, on le comprend, extraordinairement délicate. Je vous rappelle également qu'Israël a fait l'objet, par exemple, de tirs de roquettes depuis Gaza, depuis Rafah, et qu'il y a un certain nombre d'armes qui peuvent être aussi utilisées en défensif. Donc sur ces situations de sécurité Parce que vous avez entendu ce que dit Sandrine Rousseau, c'est-à-dire que la France n'en fait pas assez pour peser de tout son poids sur ce conflit. Je trouve que ce que disait Sandrine Rousseau est intéressant parce que, en fait, sur la quasi-totalité du sujet, quand on exclut les insoumis qui cherchent à provoquer un bazar et à instrumentaliser, nous sommes d'accord. Nous voulons un cessez-le-feu. Et nous cherchons la manière... Vous ne le dites pas assez fort, c'est ce que dit... Voilà, mais nous cherchons, c'est ce qu'elle dit, je l'entends, nous cherchons, nous, en tant que gouvernement et avec le président de la République, la meilleure manière d'obtenir la libération des otages et le cessez-le-feu. C'est de la diplomatie. C'est de la diplomatie. Et donc c'est difficile, c'est long, on n'arrive pas à nos fins. Et moi j'ai pleine confiance dans le président de la République pour continuer à aller dans ce sens. Mais croire que parce qu'on reconnaîtrait au beau matin l'État palestinien qui aujourd'hui... visiblement, entre Gaza et la Cisjordanie, entre la possession de l'autorité par le Hamas, etc., n'est pas en mesure de proposer une solution. Ne veut pas deux États, le Hamas. Le Hamas ne veut pas deux États. Et puis, la solution à deux États, pour avoir deux États, il faut deux interlocuteurs. Quel est l'interlocuteur aujourd'hui en Palestine? C'est une question diplomatique, c'est une question internationale qui est sérieuse et qui mérite un peu mieux que les admonestations et la politique du happening de la France. Merci, monsieur le député Armand. Hop. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Partagez la vidéo et je vous dis à plus tard.